Et si pour mieux dormir, la solution, c'était pas de chercher le sommeil à tout prix, mais de simplement respirer différemment? C'est une bonne question. Et si je disais même que la clé pour bien respirer, c'est peut-être d'apprendre à respirer moins? Ah, là, c'est une idée qui va complètement à l'encontre de notre intuition. On nous dit tout le temps, prends une grande et profonde inspiration pour te calmer. Exactement. Et pourtant, en faisant ça, on passe peut-être complètement à côté de l'essentiel. C'est ce qui m'a vraiment frappé en préparant notre discussion. Hmm. On va explorer ensemble comment des techniques de respiration qui datent de plusieurs millénaires peuvent agir en fait comme un véritable interrupteur sur notre système nerveux. Pour déclencher un sommeil vraiment réparateur. C'est ça. L'objectif est simple, bien âme-tôt. À la fin de cette conversation, on aura, je l'espère, bien compris les mécanismes qui lient le souffle, le stress, le sommeil. Avec des outils concrets à essayer. Bienvenue, dans les prochaines minutes, on va donc plonger dans la science et la pratique de la respiration pour essayer de reprendre le contrôle de nos nuits, mais de manière naturelle. On a un plan en 3 points. D'abord, on va regarder le lien physiologique direct, le câblage de notre corps, pourquoi le stress nous empêche physiquement de dormir. D'accord. Ensuite, on va s'attaquer à une idée reçue, pourquoi respirer par le nez, et surtout moins profondément, c'est la clé d'une meilleure oxygénation. Ça, c'est assez surprenant. C'est le point le plus contre-intuitif, oui. Et enfin, on verra des techniques très précises issues du yoga, comme le sommeil yogique ou la respiration alternée, pour voir comment on peut les appliquer. Parfait. Et avant de commencer, un rappel important. Ces discussions ont un but purement éducatif. Elles ne remplacent en aucun cas un avis ou un diagnostic médical. Bien sûr, Pour toute question de santé, il est impératif de consulter un professionnel. absolument. Alors, allons-y, décortiquons ce mécanisme. Pourquoi une chose aussi simple, aussi automatique que la respiration, peut avoir un impact si puissant? La réponse se trouve dans notre système nerveux, j'imagine. C'est exactement ça. Il faut imaginer notre système nerveux autonome. Celui qui gère tout ce qui est automatique, la digestion, le cœur. C'est ça. Il fonctionne un peu comme avec deux modes. D'un côté, on a le système sympathique. C'est notre accélérateur. La fameuse réponse lutte ou fuite. Voilà. Face à un danger, un stress, le cœur s'accélère, les muscles se tendent, le corps est prêt à l'action. Ah oui, c'est l'image que j'avais en tête. Comme si la pédale d'accélérateur de la voiture était coincée au plancher toute la journée à cause du travail, des notifications. C'est une excellente analogie. Et le soir, on coupe le contact, mais le moteur, lui, continue de vrombir. Impossible de dormir comme ça. Ben voilà. L'insomnie, très souvent, c'est exactement ça. Un système sympathique hyperactif. Le corps reste en état d'alerte permanent. Et l'autre mode, du coup? De l'autre côté, on a le système parasympathique. Lui, c'est le frein. C'est le mode repos et digestion. D'accord. Il ralentit le cœur, détend les muscles et il signale au corps que tout va bien, qu'il peut baisser la garde et se régénérer. Pour dormir, il faut absolument réussir à basculer sur ce mode frein. Ok, mais comment on fait? C'est censé être automatique. Je ne peux pas consciemment dire à mon cœur ralenti. Non, c'est vrai. Mais il y a une exception, une seule fonction de tout ce système automatique sur laquelle on a un contrôle direct, Ah bon, laquelle? la respiration. C'est notre porte d'entrée, c'est notre interface manuelle pour dialoguer avec notre propre corps, en changeant volontairement notre façon de respirer. On envoie un message au cerveau? Exactement, on lui dit « Hé, le danger est passé, tu peux appuyer sur le frein maintenant. C'est fascinant. En lisant les sources sur le yoga, je suis tombée sur un terme qui revenait tout le temps. Samatvam, l'équilibre. » Oui, et c'est au cœur de cette approche. Dans cette perspective, l'insomnie, ce n'est pas une maladie à traiter en soi. C'est le symptôme d'un déséquilibre plus global. Le corps est juste coincé en mode accélérateur. C'est ça. Et les techniques de souffle, le pranayama, ne visent pas à forcer le sommeil. Elles visent à restaurer cet équilibre, cette homéostasie. C'est simplement reprendre le contrôle. D'accord, donc on a une télécommande. Ça, c'est une super nouvelle. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on n'a pas le mode d'emploi. Comment on appuie sur le bon bouton? Mon réflexe, quand je suis stressée, c'est de prendre une grande goulée d'air par la bouche. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La clé n'est pas de respirer plus, mais de respirer mieux. Et le point de départ absolu, le fondement de tout, c'est de respirer par le nez. C'est un changement qui peut paraître anodin, mais ses effets physiologiques sont énormes. Attendez, mais on nous dit tout le temps, surtout en sport, prends une grande inspiration par la bouche pour récupérer. Pourquoi cette idée est si répandue si c'est la mauvaise chose à faire? C'est une habitude culturelle souvent liée à l'effort intense. Mais physiologiquement,
Il n'y a pas photo. La respiration nasale est largement supérieure. Pour quelle raison? D'abord, le nez est un filtre incroyable. Il nettoie, il réchauffe, il humidifie l'air. L'air qui arrive aux poumons est de bien meilleure qualité. D'accord, ça c'est logique. Ensuite, et c'est un chiffre qui ressort de plusieurs études, la structure des voies nasales crée une petite résistance qui ralentit le souffle. Et ça augmente l'absorption d'oxygène de près de 20% par rapport à la bouche. 20%? Ah oui, quand même. C'est un gain d'efficacité incroyable pour un changement si simple. C'est énorme. Et on le ressent par un état de calme plus profond. Et ce n'est pas tout. Le nez produit un gaz fascinant, l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique? C'est un vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il élargit les vaisseaux sanguins. Quand on inspire par le nez, on emmène cet oxyde nitrique directement dans les poumons. Et ça aide à mieux distribuer l'oxygène dans tout le corps. Voilà. En respirant par la bouche, on se prive de tout ça. Je comprends mieux pourquoi les textes anciens du yoga que j'ai lus qualifiaient la respiration par la bouche de respiration contraire. C'était presque considéré comme dangereux. Absolument. Ce n'est pas juste spirituel, c'est de la pure physiologie. Et ça nous amène à l'idée la plus contre-intuitive de toutes. Allez-y. Le rôle essentiel du dioxyde de carbone, le CO2. Ah oui, le CO2. Pour moi, c'est juste un déchet qu'il faut expulser le plus vite possible. On le pense tous. Mais en réalité, il est indispensable à notre oxygénation. Alors là, je suis perdue. Comment est-ce qu'un déchet peut nous aider à mieux nous oxygéner? C'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Il faut imaginer l'hémoglobine dans notre sang comme un taxi qui transporte l'oxygène. D'accord. Pour que ce taxi accepte de déposer son passager, l'oxygène, dans nos cellules, nos muscles, notre cerveau, il a besoin d'un signal. Ce signal, c'est la présence d'une quantité suffisante de CO2 dans le sang. Ah! S'il n'y a pas assez de CO2, l'hémoglobine s'accroche trop fort à l'oxygène et ne le relâche pas. Elle continue sa route avec. Alors, attends, si je comprends bien, quand je suis stressée et que je commence à hyperventiler, à respirer vite et fort par la bouche, Oui, je suis en train d'expulser massivement mon CO2 et à cause de ça, l'oxygène reste coincé dans mon sang et n'arrive pas à mes cellules. c'est précisément ça. C'est le grand paradoxe de l'hyperventilation. On a l'impression de manquer d'air, on respire de plus en plus, et ce faisant, on aggrave le problème en se privant d'oxygène au niveau cellulaire. C'est fou. C'est pour ça que respirer lentement, calmement et par le nez, ça permet de maintenir un bon niveau de CO2 et donc, paradoxalement, de mieux s'oxygéner. C'est fou de se dire que pendant des années, chaque fois que j'étais anxieuse, mon réflexe de prendre un grand bol d'air empirait sûrement les choses. C'est une reprogrammation complète de notre instinct, quoi. Tout à fait. Il s'agit de réapprendre au corps à tolérer un niveau normal de CO2. Des approches comme la méthode Buteyko, par exemple, sont entièrement basées là-dessus. D'accord. Donc, si je résume ce qu'on vient de voir, le pourquoi, c'est 1. Respirer par le nez pour une meilleure absorption et 2. Respirer lentement pour garder assez de CO2 qui est indispensable pour livrer l'oxygène. C'est bien ça. C'est la base de tout. Maintenant qu'on a compris cette mécanique, on peut explorer le comment. Oui, passons à la pratique. Quelles sont les techniques concrètes qui mettent ces principes en application pour nous préparer au sommeil? Bon, la théorie c'est bien, mais c'est vrai que ce soir, au moment de me coucher, je fais quoi concrètement? C'est ça. Il y a une technique qui est souvent mentionnée, Nadi Shodhana, la respiration par narine alternée. Ça a l'air simple. C'est très simple en apparence, mais son mécanisme est profond. La pratique consiste, comme son nom l'indique, à boucher une narine pour inspirer par l'autre, puis à inverser pour l'expiration. D'accord. Mais là où ça devient puissant, c'est que la tradition yogique, qui est confirmée par des études modernes, associe chaque narine à une branche de notre système nerveux. Ah, on en revient à notre accélérateur et notre frein. Exactement. La narine gauche est liée au système parasympathique. Le frein, le calme, C'est ça. Et la narine droite est liée au système sympathique. l'accélérateur, l'action. Voilà. En alternant la respiration entre les deux, on ne fait pas que se calmer, on harmonise, on équilibre ces deux systèmes, on synchronise les deux hémisphères du cerveau. Ah oui. Les mesures montrent que ça réduit le rythme cardiaque et la pression artérielle en quelques minutes à peine. C'est l'outil de rééquilibrage parfait avant de dormir. Donc ce n'est pas juste une technique de relaxation au sens vague, c'est un vrai recalibrage du système. Et pour une autre approche, j'ai lu des choses sur le yoga nidra, le sommeil yogique. Le nom est prometteur, mais on ne dort pas vraiment, c'est ça? Non, l'objectif n'est pas de s'endormir pendant la pratique elle-même, mais de préparer le corps et l'esprit à un sommeil profond ensuite. Le yoga nidra, c'est une pratique guidée. On s'allonge et on écoute. C'est ça. On reste allongé, immobile,
Et on suit une voie qui nous invite à porter notre attention sur chaque partie du corps, l'une après l'autre, sans bouger. On fait un scan corporel. C'est pour défaire les nœuds de la journée qu'on sent dans les épaules ou la mâchoire, en gros. C'est exactement ça. On libère les tensions somatiques, c'est-à-dire le stress que le corps a accumulé et inscrit dans les muscles. D'accord. En amenant la conscience dans le petit doigt, puis le poignet, puis le coude, on invite chaque zone à se relâcher complètement. On atteint un état de relaxation très, très profond, à la frontière entre la veille et le sommeil. Et on voit que des méthodes plus modernes, comme la sophrologie, s'inspirent énormément de ça, avec la respiration abdominale ou la respiration en carré. Absolument. La sophrologie a en quelque sorte systématisé et laïcisé beaucoup de ces principes millénaires pour les adapter à la gestion du stress d'aujourd'hui. Ok, mais tout ça demande un peu d'effort, de régularité. Pour beaucoup de gens, la solution la plus simple, c'est le somnifère. Ça marche tout de suite. Comment les sources comparent ces deux approches? C'est une question cruciale. Et elles sont assez unanimes pour dire que ce sont deux approches fondamentalement différentes. Dans les textes, j'ai même trouvé une expression très forte pour les somnifères. Une escroquerie intellectuelle. C'est violent comme accusation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça souligne que le somnifère ne produit pas un sommeil naturel. Il induit un état qui ressemble plus à de l'anesthésie. Il éteint la conscience, mais il ne permet pas au cerveau de passer par les cycles de sommeil essentiels à la régénération. Le sommeil léger, profond, paradoxal? Voilà. Le lendemain, on se sent souvent vaseux parce que le corps n'a pas fait son travail de nettoyage. Donc le somnifère, c'est un interrupteur off, alors que la respiration, c'est un variateur qui nous apprend à baisser la lumière nous-mêmes. C'est une image parfaite. Le somnifère masque le symptôme qui est l'incapacité à s'endormir sans jamais traiter la cause, le système nerveux dérégulé. Alors que la respiration, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Ces techniques réapprennent au corps à trouver lui-même le chemin du sommeil. C'est une solution durable. C'est beaucoup plus clair. Bon, le passage à l'action, c'est souvent le plus difficile. Pour que ça ne reste pas que de la théorie, on pourrait proposer un plan d'action simple en 3 étapes. Bonne idée. La première étape, la plus simple, serait juste de prendre conscience. Juste ça. Pendant la journée, plusieurs fois, se poser la question. Comment je respire? Là, maintenant. Par le nez ou par la bouche. Et si c'est par la bouche, on la ferme. On la ferme et on passe en respiration nasale. Juste observer. D'accord, pas de pression, juste de la curiosité. Étape 1, l'observation. Pour l'étape 2, on pourrait pratiquer activement le soir. Par exemple, essayer 5 minutes de respiration alternée, le Nadi Shodhana, sans chercher la performance, juste suivre le mouvement et voir ce que ça fait. C'est une excellente idée. Et pour l'étape 3, pour ceux qui se sentent prêts, ce serait d'essayer une session guidée de Yoga Nidra. On en trouve plein en ligne, même 10 minutes suffisent au début. C'est vrai que c'est une expérience de lâcher-prise assez bluffante. Totalement. Mais il y a un obstacle que tout le monde rencontre au début, le fameux petit vélo dans la tête qui refuse de s'arrêter, les pensées qui affluent. C'est inévitable et c'est tout à fait normal. L'erreur serait de croire que l'objectif est de faire le vide. C'est impossible de toute façon. C'est impossible et frustrant. Le véritable objectif, c'est de remarquer que le mental s'est agité et de ramener doucement, sans se juger, l'attention sur la sensation physique du souffle. L'air qui entre, l'air qui sort. Le souffle devient une encre. C'est l'encre qui nous ramène dans le moment présent, encore et encore. Très bien. Si on résume, on a vu que la clé d'un meilleur sommeil n'est pas un secret inaccessible, mais une fonction qu'on possède tous, notre souffle. C'est ça. Les 3 points clés à retenir seraient donc, premièrement, notre respiration est la télécommande de notre système nerveux. On peut l'utiliser pour passer du mode alerte au mode repos. Deuxièmement, la règle d'or, respirer par le nez. C'est non négociable. Et chercher à respirer mieux, pas plus. Donc plus lentement. Et enfin, troisièmement, des techniques comme la respiration alternée ou le yoga nidra, ce ne sont pas de simples relaxations. Ce sont de vrais outils physiologiques qui rééquilibrent notre corps en profondeur. Exactement. Pour la semaine à venir, le défi pourrait être de choisir une seule de ces techniques et de l'essayer, juste pour voir. Simplement observer ce qui se passe, sans jugement. C'est le meilleur conseil. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Si en contrôlant consciemment une fonction aussi automatique que le souffle, on peut influencer une chose aussi vitale que le sommeil, ça soulève une question vertigineuse. Quelles autres parties de notre bien-être, qu'on croit automatiques, pourrait-on apprendre nous aussi à